Tous les professionnels sont totalement investis depuis plus d'1 an pour accueillir et accompagner les résidents, patients et usagers dans nos établissements, services de santé et de l'action sociale. Les salariés des secteurs du sanitaire, médico-social et social privé, public sont essentiels, notamment pour garantir à toutes et à tous l'accès aux droits sociaux et aux soins. Les professionnels continuent à se dévouer corps et âme pour assurer une prise en charge de qualité et un accueil digne pour la population pendant cette période de pandémie Covid-19 qui persiste. Nous dénonçons le manque de moyens et de reconnaissance pour nos métiers essentiels à la prise en charge de la santé et sociale de la population. Nous travaillons dans des conditions dégradées, au détriment de notre propre santé et vie familiale. Nous sommes mal payés, travaillons toujours plus, sans pouvoir prendre tous nos jours de repos, de congés, de temps de formation, enchaînant des rythmes de travail infernaux. Nous sommes épuisés et en colère par les multiples promesses non tenues de ce gouvernement qui ne répond pas à nos légitimes revendications. Nous rappelons qu'à ce jour, les établissements du social et de l'action sociale dits autonomes, comme le foyer départemental de l'enfance de Privas, sont toujours exclus du Ségur. La semaine dernière, par voie de presse, une fois de plus, les professionnels et la CGT découvrent les nouvelles propositions des grilles indiciaires qui impacteront la rémunération d'une partie des personnels de la fonction publique hospitalière. Il aura fallu presque 2 mois au gouvernement, après les annonces faites par le ministre des Solidarités et de la Santé, le 12 avril, pour enfin dévoiler ces grilles incomplètes. Depuis le refus de notre organisation syndicale d'apposer sa signature sur le protocole d'accord issu du Ségur de la Santé, carrière et rémunération, le ministère des Solidarités et de la Santé n'a eu cesse de défouler au pied le principe même de la représentativité syndicale et du dialogue social. La CGT, première organisation syndicale, ainsi que d'autres organisations, tant paramédicales que médicales de la fonction publique hospitalière, ne sont ni informées ni consultées sur les mesures qui s'appliquent dans la période aux salariés qui les ont élus pour les représenter. Les injustices perdurent et les inégalités se creusent depuis l'application de ce protocole qui, par exemple, occasionne toujours l'exclusion de trop nombreux personnels du bénéfice du complément du traitement indiciaire. À la lecture des nouvelles grilles, les salariés concernés mesureront que les hausses substantielles de salaire à tous les niveaux d'ancienneté, annoncées à grand renfort médiatique par le gouvernement, se traduisent dans la réalité par des augmentations insuffisantes. Loin de répondre à leurs légitimes revendications et une prolongation de carrière pour éviter au bout de ces grilles. Les salariés devront travailler 47 ans minimum. Une fois de plus, les professionnels subissent le mépris du gouvernement qui pense pouvoir calmer leur colère et reconnaître leur travail avec quelques dizaines d'euros. À cela, le projet de la loi 4D vient nous assommer un peu plus. Cette loi, déconcentration, décentralisation, différenciation et décomplexification, va dans les faits marquer davantage de rupture et d'iniquité au sein du service public qui est déjà très attaqué. En Ardèche, plusieurs services de médecine et SSR sont fermés par manque de personnel, médecins, infirmiers, aides-soignantes et kinés. Il y a urgence d'embaucher et de former du personnel. Mais combien faudra-t-il de crises pour que le gouvernement change radicalement de politique sociale et de santé? À quand une réelle politique en matière d'emploi et de salaire pour améliorer les conditions de travail des personnels? L'Union syndicale départementale de la santé et de l'action sociale CGT Ardèche, nous exigeons l'ouverture de véritables négociations sur l'avenir de l'hôpital public et des établissements de santé et de l'action sociale comportant augmentation significative des salaires pour tout le personnel privé-public pour rendre attractifs nos métiers de toutes et tous, former et recruter du personnel et améliorer nos conditions de travail pour éviter les démissions de nos collègues qui se multiplient dans le privé et dans le public. Les 32 heures, travailler moins pour travailler mieux et proposer des emplois pour toutes et tous. Un système de santé et de protection sociale avec des moyens pour répondre aux besoins de toutes et tous, accessibles dans la proximité.
le développement d'une fonction publique de santé et d'action sociale pour dire stop à la privatisation et à la marchandisation de nos secteurs d'activité. Tous ensemble, faisons de cette journée une mobilisation d'ampleur pour faire entendre nos légitimes revendications. On va donner la parole à Joseph pour les représentants des usagers. Oui, d'abord c'est au nom du comité d'Aubenas, des usagers d'Aubenas et du comité de Priva de défense de l'hôpital public que j'interviens, et donc aussi au nom de la coordination nationale par rapport à cette journée de lutte. Nos associations défendent l'accès de toutes et tous à la prévention, aux soins dans la proximité. La crise sanitaire a montré les difficultés de l'hôpital public, le manque de personnel, les fermetures de lits, tout particulièrement dans les petits hôpitaux qui ont pourtant un rôle essentiel pour l'accès aux soins dans la proximité et le maillage territorial. Nous considérons au contraire qu'ils devraient disposer de tous les services nécessaires à un premier degré d'hospitalisation, médecine, chirurgie, maternité, urgence, mur. Globalement, l'amélioration de la santé nécessite non pas d'adapter l'offre de soins en fonction des finances, mais de partir des besoins exprimés par la population, les élus et les personnels de santé dans les instances à créer en remplaçant celles existantes aujourd'hui. Ces nouvelles instances doivent disposer de pouvoirs décisionnels à la fois dans les bassins de vie et au niveau régional, être reconnus comme de véritables interlocuteurs. Néanmoins, l'État et la sécurité sociale doivent garder la maîtrise globale de la santé pour en garantir massivement, égalitairement et solidairement les moyens matériels, financiers et humains à tous les territoires sans distinction de taille ou de localisation. Je laisserai ensuite la parole après à Jean-Claude pour parler de Priva, puisqu'il y a des graves dangers depuis la fermeture de la maternité et avec le nouveau projet médical de l'hôpital, il y a des dangers. Je voulais aussi souligner que le manque de personnel à l'hôpital a été particulièrement révélé par la crise sanitaire. Leur formation est une compétence donc régionale qu'il faut absolument développer. Nous pensons qu'il faut à la fois augmenter le nombre de places, attirer les jeunes vers ces métiers et éviter les abandons d'études. On sait que justement, actuellement, il y a des places qui sont en train de se libérer pour la formation professionnelle dans les hôpitaux. Et là, les directions d'hôpital restreignent énormément les ouvertures alors qu'il y a des ouvertures de postes de places dans les instituts de formation. Et par exemple, il y a des gens qui ont de très bonnes notes, qui sont motivés pour travailler à l'hôpital et qui veulent faire des formations d'infirmières qui sont refusées avec des notes de 15 ou 16 de moyenne, quoi. Donc c'est absolument aberrant. Donc je pense que ça c'est un des points où je pense qu'il faut insister, parce que on a besoin de personnel formé et on a les moyens de les former si on veut y mettre les moyens. Voilà. Donc je terminais, avant de laisser la place à Jean-Claude, pour dire que nous exigeons ensemble de véritables négociations sur l'avenir de l'hôpital public et des établissements de santé. L'équité de traitement dans l'introduction des mesures salariales, Sylvie en a parlé tout à l'heure, la reconnaissance et la franche revalorisation des rémunérations et des carrières, le recrutement immédiat de centaines de milliers de professionnels supplémentaires, un plan de formation pluridisciplinaire correspondant à l'ouverture immédiate d'un grand nombre de places d'étudiants dans les différentes écoles et facultés. On sait que, par exemple, ils ont annoncé qu'il n'y aura plus de numerus clausus pour les médecins, sauf que les places qui vont être attribuées, ça sera en fonction des capacités d'accueil des facs. Résultat, qu'ils n'ont pas les moyens, eh ben, il n'y aura pas plus d'élèves. Donc on demande aussi l'arrêt des fermetures de services, d'établissements et des rouvertures de lits, des structures partout où cela est nécessaire. Une gouvernance des hôpitaux, des établissements de santé et du médico-social plus ouverte au personnel et aux usagers, l'égalité d'accès, d'accueil et de prise en charge de qualité pour la population sur tout le territoire. Et bien sûr, parce que nous dépendons aussi de ça, le plus important, l'augmentation du budget consacré à l'hôpital et à nos établissements dans la loi de financement de la sécurité sociale 2022. Donc maintenant je vais laisser parler Jean-Claude. Il va parler de la situation de Priva qui est un peu très préoccupante.
Oui, bonjour. Donc j'interviens pour l'association de défense de l'hôpital de Privas pour vous donner quelques informations qui ne sont malheureusement pas réjouissantes. Il y a eu, il y a quelques jours, quelques semaines, un conseil de surveillance de l'hôpital. Vous savez que depuis le dernier renouvellement, nous avons la chance d'avoir un siège au conseil de surveillance. Ça ne nous donne pas beaucoup de pouvoir, ça nous donne surtout la possibilité d'avoir des informations que nous avions jusqu'à présent uniquement par les organisations syndicales, hein, notamment par Patrick avec FO et puis par la CFDT. Donc c'est vrai que pour nous c'est un plus d'avoir un siège dans ce conseil de surveillance. Alors le projet d'établissement de notre hôpital a été dévoilé. Deux grandes orientations. On s'en va vers beaucoup de gériatrie et puis beaucoup de consultations. Tout ce qui se réalise là, enfin dans ce projet, c'est ce que nous avait dit le directeur intérimaire lorsque notre hôpital était sous tutelle. Et c'est vrai que c'est en train de se réaliser. Lui avait pour feuille de route de fermer la maternité, il l'a fermée, mais tout ce qu'il nous avait dit à ce moment-là est en train de se réaliser et va se réaliser. Donc la gériatrie, évidemment, il en faut. On en est bien conscient, la population vieillit, mais le problème c'est que on ne voudrait pas perdre des services de l'hôpital, et quand vous avez des personnes âgées qui sont en gériatrie, ben, il leur arrive de faire des chutes, il leur arrive d'avoir besoin d'interventions chirurgicales, donc ça serait quand même mieux qu'ils puissent faire ces interventions sur Privas, évidemment. Donc orientation gériatrique et surtout à côté de ça des consultations, beaucoup de consultations, mais comme vous le savez, les consultations, ça n'est pas ce qui rapporte de l'argent à l'hôpital. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des spécialistes qui vont venir faire des consultations sur l'hôpital de Privas, une demi-journée par semaine ou une journée. Certains d'entre eux viendront évidemment d'établissements privés comme Guilherand-Grange ou comme Kennedy à Montélimar, et ils vont faire en quelque sorte leur marché, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir les patients et puis ils vont prendre un rendez-vous avec eux pour les opérer dans leurs établissements. Donc ce sont des choses qui ne rapporteront pas évidemment beaucoup d'activités à l'hôpital de Privas. Et il faut savoir aussi une chose absolument désolante, c'est que notre plateau chirurgical est utilisé à 40% de sa capacité. Et ça aussi, c'est aussi quelque chose de catastrophique, parce que vous vous en souvenez tous, il y a 4 ou 5 ans, l'hôpital, le bloc opératoire a été entièrement rénové. De l'avis des professionnels, c'est un bel outil de travail, mais utilisé à 40%, alors que des deniers publics ont été un outil, c'est absolument scandaleux. Donc voilà, tout n'est pas plié, mais voilà ce vers quoi on s'engage. Et donc c'est une motivation pour nous supplémentaire d'appeler la population, parce qu'il faut bien avouer qu'elle n'est pas très nombreuse, hein, la population à adhérer à l'association de défense de l'hôpital, à s'associer aux mouvements syndicaux à chaque fois qu'ils se produisent, parce que bon, on ne peut pas dire que malgré les conditions que nous avons connues pendant plusieurs mois, on ne peut pas dire que le gouvernement a lâché grand-chose en matière de santé, et en premier lieu pour les personnels qui ont eu plus de l'aumône qu'autre chose, hein. Donc voilà, on est très très inquiet pour notre hôpital, pour le dire, et on vous invite tous, mais surtout parlez-en autour de vous, et dites que voilà, il faut que la population, non seulement du bassin privadois, mais au-delà, hein, puisque le lieu géographique de l'intervention de l'hôpital de Privas, on avait chiffré 75 communes il n'y a pas si longtemps, donc c'est pas seulement la communauté d'agglo de Privas, hein, c'est quand même un espace beaucoup plus large, et notamment toute la région de la Vallée de Lérieux et puis des Boutières. Donc notre hôpital est ce qu'il est. On ne demande pas de créer de nouveaux services,
on demande de conserver ce qu'on a, ça nous semble légitime. Et voilà. Donc, en ce qui concerne aussi le Mont-Toulon, vous êtes sans doute au courant que on a eu le feu vert pour construire un nouvel EHPAD, certainement dans la zone du lac. Et on avait bien sûr, bon, on s'en réjouit, mais vous savez aussi que la blanchisserie est mal en point à Privas. Il est pratiquement acté que les travaux de blanchisserie de l'hôpital vont se faire dans le cadre d'un groupement d'intérêt économique qui est sur Aubenas, donc avec lequel l'hôpital d'Aubenas travaille déjà. Et c'est vrai que c'est quand même 14 emplois sur 13 ou 14 emplois sur Privas. On aurait bien aimé les conserver là. Et puis ensuite, bon ben, le linge à l'extérieur, qui est quand même le linge de l'hôpital, de l'EHPAD du Mont-Toulon, de l'EHPAD de Rivoli, peut-être bientôt de l'EHPAD de Chaumérac, qui risque d'être rattaché aussi à l'hôpital de Privas. Ça fait quand même beaucoup de linge, et donc ça va faire des camions sur les routes tous les jours. Voilà, donc on se bat aussi là contre. L'externalisation, c'est à la mode. On espère que cette externalisation ne touchera pas le restaurant. C'est pas forcément gagné. On avait eu de bons échos de notre directrice quand elle est arrivée, avec plutôt quelque chose de bien. Enfin, elle était bien perçue par le personnel, et là on se rend compte que ben, comme les précédents directeurs et comme tous les directeurs d'hôpitaux, elle a sa feuille de route et que malheureusement elle va vouloir mettre tout ça en place. Voilà, donc inquiétude pour l'hôpital de Privas, et on espère que ça fera en sorte que la population se bougera enfin un petit peu. Et voilà. Et notamment les élus, parce qu'on ne peut pas dire qu'à Privas, quand on fait des manifs, on peut dire qu'on n'a pas beaucoup d'écharpes tricolores en tête des cortèges. Je vous remercie. Merci. Donc une délégation va être reçue à l'ARS. Donc il y a les camarades de la psychiatrie qui vont m'accompagner et un représentant des usagers. Juste pour dire qu'il y a eu la pandémie. La pandémie a démontré le besoin des services publics de proximité, des hôpitaux de proximité. Le gouvernement n'a pas tenu compte puisqu'il continue à fermer des services publics, parce qu'une buanderie c'est un service de proximité de l'hôpital, mais aussi voilà, des emplois autour, tu l'as bien dit. Sur le Chilard, le service de restauration, ils veulent le fermer. On a appris que Joyeuse ait fermé les services de restauration et le rattaché à Ciudad de Vance, au Chambonas. Voilà quoi, on continue à fermer, sans parler des services de médecine nécessaires aujourd'hui, par pénurie de personnel, mais pas que de médecins, mais de personnel aussi. Je prends Rocher l'Argentière, service de médecine nécessaire, qui aujourd'hui est fermé par manque d'infirmiers et d'aides-soignants. Villeneuve, par manque de médecins, une partie. Joyeuse, service SSR et médecine, qui réduit aussi son activité par manque de médecins. Voilà, donc on va interpeller l'ARS là-dessus aussi, sur la direction commune, sur le rôle des GHT, parce que nous, ici, le secteur, c'est le GHT Montélimar qui a une grosse difficulté parce qu'il y a la guerre entre directeurs, mais ça c'est une réalité aussi, donc ça ne fonctionne pas. Les instances personnelles au niveau du GHT ne sont pas respectées, puisqu'on a un CTDS qu'on appelle, alors le CTDS, aidez-moi, dialogue social, au début je ne sais plus, mais on a tellement de sigles qu'on ne se rappelle plus, mais qui s'est pas réuni depuis plus d'un an. Voilà, on s'assoit sur les instances du personnel. Voilà. Je vous laisse. S'il y en a qui veulent s'exprimer au micro, la sono est là. Je pense à David sur la situation de Moss, je peux dire un mot. Les camarades de la psychiatrie aussi, et nous on monte en délégation. Okay. David de Futuriste. Donc bonjour, je suis David Blanchet, je suis délégué syndical de l'hôpital de Moz. Faire un point de la situation au niveau de notre établissement. Depuis 6 mois, on a eu quelques changements, on a eu un renouveau au niveau du conseil d'administration. L'ancien président a été limogé, donc ça a été une bonne nouvelle. Notre directrice est partie aussi, elle a demandé une rupture au tort de l'employeur. Actuellement, c'est les prud'hommes qui vont statuer dans les prochains jours, les prochaines semaines à ce niveau-là.
Donc au niveau tout ce qui est administratif, il y a eu du bon, voilà. Parce qu'on a passé 4-5 ans, c'était très très dur avec un président et une directrice qui étaient à fond pour dénoncer tous les accords, tout ce qu'on avait, dénoncer la convention collective, enfin tout ce qu'on avait. Voilà, nos amis. Et c'était très très compliqué dedans, on a fait pas mal d'actions. Donc la page est tournée à ce niveau-là. Notre établissement est très ancien. On a un projet de reconstruction qui est en train de se mettre en place tout doucement. Bon, on en parle depuis quasiment 15 ans, donc c'est très très long. Il faut savoir que notre établissement a subi beaucoup de transformations en 20 ans. On a eu la fermeture de la chirurgie en 2004, la maternité en 2008. On a perdu 10 lits de long séjour aussi à cette époque-là. À plusieurs reprises, l'ARS est revenue à la charge pour nous fermer nos lits sanitaires. Actuellement, on a 8 lits de médecine et 17 lits de convalescence. Donc on est quand même un établissement qui est fragile. Pour l'instant, on a résisté. Donc pour l'instant, l'État nous suit. L'ARS nous suit aussi. Comme vous avez pu le voir, bon, M. Vauquier a apporté une contribution, mais bon, après, ça c'est autre chose, on va dire, c'est plus sur le plan politique, voilà. Après, il est vrai qu'on est dans l'attente justement de cette reconstruction qui est obligatoire parce qu'on a les locaux qui datent de 1970, donc c'est pour dire dans les locaux qu'on a pour le service médecine et l'EHPAD date de 89, donc c'est quand même, il y a vraiment de quoi refaire. Hein. Donc, et après, donc là on a appris récemment que l'ARS nous demande la fermeture du service endoscopie pour des raisons de sécurité. Voilà. À savoir que ce service d'endoscopie a été refait à neuf il y a à peine 2 ans et qui a coûté quand même plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà. Donc, et on est toujours... il faut toujours se battre parce qu'on s'aperçoit que c'est continuel, on vient toujours au fil des années, on remet toujours en cause les services, on remet toujours en cause la continuité des services publics, surtout sur le plateau, parce que bon, Saint-Arrêt avec un isolé, on a 55 km et 1 heure de route des plus grands centres, hein. Donc c'est quand même compliqué. On a vu pour la maternité qui a fermé à l'époque, avec plusieurs parturientes couchées sur la route, voire à domicile, jusqu'à ce qu'il y ait une catastrophe. Mais bon, ça c'est... Voilà. On n'est pas les seuls, on voit que Priva dit toutes les petites maternités ont fermé, donc on voit qu'il y a un véritable rouleau compresseur qui est en train de se mettre en place depuis plusieurs décennies, à la demande des gouvernements successifs, hein, parce qu'il faut bien savoir que tout ce qui se passe, c'est les gouvernements qui les mettent en place. Hein. Ça ne vient pas du ciel, hein. C'est des décisions politiques. Hein. Donc après, voilà. Quoi vous dire plus aussi au niveau de la convention collective? Donc nous, on est associatif. On est le seul établissement hôpital à être géré par une association de l'ordre 101 du département, ce qui pose aussi problème, voilà, parce que l'associatif, ça reste associatif. Hein. Bon, voilà, après, comme ça marche bien, comme des fois ça marche mal. Hein. Et là, on a une remise en cause à la demande du gouvernement de fusionner les conventions collectives qui est en train de se mettre en place au niveau de la 51, de la 66 et de 2-3 autres conventions. Ils demandent une fusion de ces conventions. Et le risque qu'il y a, c'est que les conventions, quand elles fusionnent, c'est qu'on nous mette vraiment la convention en rang des pâquerettes. Hein. Ça sera vraiment, on va perdre encore des droits. Et là, il va falloir que les salariés engagent encore la lutte. Hein. Il faudra qu'on continue la lutte justement pour préserver nos acquis. Et sinon, on ne pourra que déplorer ces pertes. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire pour l'établissement de Moz. Voilà. Merci à vous. Stéphane, pour la psychiatrie? J'avais rien prévu, mais bon, on va faire un petit truc rapide. En Ardèche, la psychiatrie, c'est principalement Sainte-Marie. Sainte-Marie était une association hospitalière il y a quelques années. C'est devenu un groupe, pour employer les termes actuels. Donc c'est un groupe, c'était une association hospitalière gérée par des sœurs. C'est devenu un groupe géré par un conseil d'administration qui a un fonds de dotation
Voilà, donc extérieurement ça va bien, et si vous regardez, il y a des travaux, on est en train de faire un nouvel hôpital, tout va bien, sur Privas. Par contre, où ça va moins bien, c'est à Aubenas. À Aubenas, Sainte-Marie, il y a 1 an, a repris 2 structures, l'EHPAD Saint-Joseph et la Villa Sainte-Marthe. Et donc là, on a appris que la Villa Sainte-Marthe allait fermer. Voilà, donc parce que je pense qu'il y a des problèmes un peu financiers là-dessous, quoi. C'est pas vraiment rentable. Donc 1 an et demi après la reprise par Sainte-Marie, la Villa Sainte-Marthe va fermer. Visiblement, donc une expertise est en cours, demandée par le CSE. Visiblement, il y aura une opération immobilière intéressante avec des locaux qui ont été rachetés par le fonds de dotation, qui seront certainement vendus avec une certaine plus-value. Et ça donne le ton sur tout ce qui se passe en fait. L'hôpital va être reconstruit, mais là on nous dit que si les dotations ARS ne sont pas suffisantes, on reconstruit un hôpital. Alors on va passer de 9 services à 8 services. Le personnel, c'est-à-dire que ça fera 20% à peu près de patients en plus sur chaque service. Par contre, les effectifs cibles resteront les mêmes. Les effectifs cibles, c'est l'effectif qu'il y a aujourd'hui dans un service à 22 patients, mais ça sera le même sur un service à 27 patients. Ça donne une idée de la prise en charge. Et on nous dit aujourd'hui, si les dotations ne sont pas suffisantes, on fermera un autre service. Donc on va construire 8 services, mais on n'aura peut-être plus que 7. Voilà. Donc c'est pour vous donner une idée. Donc extérieurement, ça va bien, on reconstruit un hôpital. Par contre, intérieurement, tu l'évoquais, on nous parle aussi beaucoup par rapport au Ségur, aux mesures Ségur. Alors, on nous dit, les conventions collectives, la fusion des conventions collectives, on la sent venir. La FEAP est en train parce que c'est elle qui détient déjà la 66 et la 51, elle est clairement en train de dire, on va fusionner les conventions. On va vous verser du Ségur, mais pour qu'on vous le verse, il faut fusionner les conventions, quoi. Voilà, donc le piège est là, et la lutte est là. Voilà, moi je n'ai pas grand-chose à rajouter. Le micro est ouvert à celui ou celle qui veut parler. Oui, bonjour, moi je m'appelle Franck Pallier, je travaille à Sainte-Marie, je travaille au CMP Enfants d'Aubenas. Je voudrais témoigner de ce qu'on vit actuellement dans les CMP. À savoir déjà un manque de psychiatres. Nous, on a un secteur qui est énorme, puisque ça va de l'Escrinet jusqu'au sud Ardèche, et puis il y a une partie de la vallée du Rhône pour Saint-Andéol, etc. Il faut savoir qu'il y a quand même un certain nombre de CMP qui ont fermé. Nous, on intervenait sur les Vences, on intervenait sur le plateau, on n'intervient plus depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire que par exemple, la population des Vences est une population qui, à ma connaissance, est la plus pauvre d'Ardèche, très peu motorisée. Et pour venir à Aubenas, je ne sais pas comment on fait. C'est déjà compliqué de venir une fois, s'il faut venir plusieurs fois, comme c'est souvent le cas. C'est compliqué aussi. Actuellement, on n'a plus qu'une psychiatre qui doit faire un hôpital de jour sur Aubenas, un CMP sur Aubenas, un CATTP sur Bourg, un CMP sur Bourg, plusieurs lits en pédiatrie dans le cadre d'un partenariat avec l'hôpital général, et c'est très compliqué de trouver des médecins. Faut savoir que la plupart des médecins actuellement, des psychiatres, c'est des généralistes, puisqu'on ne trouve plus de psychiatres formés correctement, formés initialement. Donc Sainte-Marie embauche des généralistes qu'elle forme, c'est un DU de psychiatrie. Moi, médecin-chef, actuellement, c'est une généraliste qui a fait sa formation il y a 3 ans et qui se retrouve médecin-chef, et il y en a, à ma connaissance, un certain nombre comme ça. Donc on a une perte du savoir clinique. Faut savoir aussi, moi je suis infirmier psychiatrique, mais ça n'existe plus depuis 1994, donc actuellement on n'a plus qu'une formation d'infirmier, ce qui fait que il me semble qu'on se retrouve avec des services où il n'y a plus de savoir-faire. On ne sait plus accueillir la maladie mentale, conjugué avec le fait qu'il n'y ait plus beaucoup de personnel, le fait qu'il n'y a plus beaucoup de lits, donc les patients rentrent dans des périodes de crise aiguë. Il y a un taux de recours à l'enfermement en chambre d'isolement qui est faramineux. Voilà, moi je reconnais plus mon boulot. Alors moi je vais partir à la retraite, je finis l'année, et voilà, mais je suis quand même franchement inquiet pour les jeunes. Moi, si je devais actuellement choisir un métier, je ne choisirais certainement pas celui-là.
Et puis, il faut savoir aussi que sur enfin, non seulement on a des soignants de plus en plus qui ne sont pas formés, mais on a aussi une attaque extrêmement virulente sur nos pratiques. C'est-à-dire que les approches qu'on avait, qui sont quand même, moi celle que je pratique, c'est celle qui est pratiquée dans mon service, c'est une approche très humaniste, hein, très centrée sur la particularité de chaque sujet. Ce qu'on nous demande de plus en plus de faire, c'est de cataloguer les enfants, de les faire rentrer dans des catégories. Ça a été grandement facilité par les dossiers informatiques, hein, puisqu'on nous demande de coder, et c'est vrai que on est en train de faire le constat, les soignants, qu'on a fait quand même une grosse connerie en résistant pas à cette invasion de l'informatique, et que c'est en train de retomber très violemment sur notre nez et surtout sur le nez des patients. Et très clairement, les orientations qui sont demandées en particulier au CMP, c'est plus d'accueillir des enfants et de les prendre en charge tant qu'ils en ont besoin, c'est d'accueillir les enfants quand ils sont en période de crise, de leur coller une étiquette sur le dos. Si c'est une étiquette qui va leur permettre, avec des pathologies très lourdes, d'avoir une prise en charge, ils auront peut-être la chance d'avoir une prise en charge gratuite et adapté, je sais pas, hein, puisqu'on est en train de saucissonner, de proposer un tas de rééducation. Moi, je connais des parents, ils emmènent tous les soirs leur enfant faire une rééducation, orthophonie, machin, bidule. Les psychologues étaient en mouvement de grève jeudi dernier. Alors moi je suis pas psychologue, mais ce que le gouvernement est en train d'essayer de faire, je trouve que c'est quand même assez bien représenté par ce qui se passe au niveau des psychologues. C'est-à-dire que le gouvernement est en train d'essayer d'imposer aux psychologues de travailler sur prescription médicale en libéral, avec une série de séances type kiné prescrites par le médecin généraliste. Donc, moi, quand je reçois un enfant, je suis bien capable de dire combien de temps je vais le recevoir. Et tant que l'enfant en a besoin, pour l'instant, j'arrive à le recevoir jusqu'à ce que lui se sente en capacité de plus avoir besoin de venir me voir. Là, il y aura une prescription, je sais pas moi, 5 séances, 10 séances, et puis au revoir, quoi. Avec un tarif évidemment qui sur cette base de conventionnement qui sera beaucoup moins élevé que la consultation que prennent les psychologues. Voilà, donc on va se retrouver effectivement, pour ce qui me concerne, avec une incapacité absolue à faire notre boulot. On fera du tri, on renverra les gamins vers le privé, et puis les parents paieront, s'il y a besoin de soins sur le long terme, ils paieront de leur poche. Voilà. Vers quoi on va là à peu près directement. Donc voilà, moi je vous avoue que je suis assez content de partir à la retraite, parce que je me sens plus la force de lutter contre ce rouleau compresseur. J'espère que les jeunes vont avoir la force de ne pas se laisser bouffer, et puis surtout que les patients vont avoir la force de réagir. Voilà. Moi j'en suis à me demander s'il va pas falloir inventer d'autres manières de soigner, je sais pas, créer des coopératives, je sais pas. J'ai l'impression que dans le cadre du service public, ça va devenir totalement impossible dans les années à venir. Voilà ce que je voulais dire.